Très souvent, quand on dit qu'il faut acquérir des savoir-faire, on pense beaucoup savoir-faire technique. Et effectivement, il y aura beaucoup de savoir-faire technique à acquérir. Mais, et ça a été bien dit, je pense, pendant les ateliers, le savoir-faire social va être tout aussi important. C'est-à-dire le savoir travailler ensemble, imaginer de nouvelles formes d'action collective pour produire ensemble des services écologiques, imaginer comment, dans la production de ces services écologiques, on pourra associer des agriculteurs et des non-agriculteurs, en disant vous pouvez jouer un rôle aussi. Donc je crois qu'autour de ces idées, et qui ont été bien travaillées dans les ateliers, disons d'élaboration collective des savoirs, de rompre avec ces distinctions un petit peu fortes entre les chercheurs, les formateurs, les développeurs, les utilisateurs, et recréer comme ça des collectifs d'apprentissage. Je crois qu'il y a effectivement tout un chantier, et je me réjouis beaucoup d'avoir entendu des choses qui me semblent vraiment montrer, et moi j'en étais déjà persuadé, mais j'en suis encore plus persuadé, que ça bouge beaucoup dans les campagnes. On a peut-être oublié de s'ouvrir aux autres, de partager avec son camarade d'à côté qui fait peut-être pas la même production mais qui a peut-être la même problématique. Et j'ai vraiment l'impression, sortir de là, je pensais que c'était propre à mon île dans l'océan Indien, où on est hyper cloisonné. Je me dis non, c'est pareil partout finalement, où on est chacun cloisonné dans nos productions, et on a besoin d'ouvrir nos entreprises à nos collègues et de partager nos connaissances. Voilà. L'eau est un élément important et déterminant. Donc c'est un enjeu sociétal important, et surtout par ces temps où le changement climatique semble s'avérer négatif pour l'eau. Et il me semble que c'est une dame de l'agence de l'eau qui m'a fourni la conclusion. Il est urgent de ne pas se presser, il faut prendre le temps de la construction des projets. Donc travaillons sereinement. On était habitué à avoir un savoir qui nous venait d'en haut, toujours unique, incontestable souvent. Et là, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est l'interactivité dans la formation, c'est le partage d'expériences. Le formateur, est-ce qu'il ne doit pas être l'animateur des échanges de pratiques et non pas la personne qui vient nous apporter un savoir? Nous avons tous convenu ensemble dans cet atelier que la formation est une des conditions de réussite du changement de posture, puisqu'on était bien ici plutôt dans du savoir-être pour mieux communiquer sur notre métier, mais surtout sur nos pratiques. Nous sommes tous des médias potentiels, mais cela demande du temps, et on espère qu'on nous laissera le temps. Alors on a eu une formatrice qui nous a parlé de la chance et de la joie d'avoir en formation des gens qui sont agriculteurs biologiques et des gens en agriculture conventionnelle qui réfléchissent les uns et les autres ensemble à augmenter la fertilité du sol. Et j'ai trouvé que au vu des retours des formations, c'était quelque chose de très positif pour les uns comme pour les autres là-dessus. Ce qui a semblé fondamental à retenir, c'est qu'il fallait augmenter les échanges entre les scientifiques et les agriculteurs pour que la recherche sache, et le plus tôt possible, la commande nécessaire pour qu'on ait les variétés, les techniques, les outils, les produits pour au mieux protéger le sol. Voilà. Et on s'est aperçu que certaines politiques telles que la PHAE a pu amener aux agriculteurs à un moment donné l'oubli de savoir cultiver son herbe. Pourquoi se réadapter la culture de l'herbe? Parce qu'on l'a vu aussi tout ce matin par rapport à cet environnement et par rapport aux aléas climatiques, c'est être capable, je dirais, de savoir pâturer, mais aussi d'avoir du stock par moment pour pouvoir faire face à ces aléas. Donc la première des choses, c'est d'envoyer nos techniciens en formation qui s'adaptent. Donc il y a plein d'outils qui existent, donc tout partout, l'INRA, etc. Donc c'est pas la peine de les inventer, mais simplement qu'ils aillent en formation pour apprendre à tout ça. Mais aussi, il ne faut pas oublier de rattacher tout ça à un programme de formation. Parce que si on ne rattache pas ça à un programme de formation, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Voilà. On nous a posé la question de savoir si la biodiversité, si c'était un potentiel à valoriser. On a répondu oui, mais on a dit qu'on ne savait pas comment. Finalement, la biodiversité, il faut d'abord savoir comment on définit la performance économique et la performance environnementale. Un agriculteur qui a compris, qui connaît, qui a l'explication, est en capacité de mettre en application sur son exploitation. Et à partir de ce moment-là, on aura dans nos formations un petit bout nécessaire pour remettre au niveau les connaissances techniques de nos agriculteurs.
Aujourd'hui, lier performance environnementale et performance économique, on l'a vu ce matin, constitue un véritable jeu de piste où l'agriculteur redevient acteur, c'est ce qui est remonté aussi de vos ateliers, décideur et j'ai envie de dire explorateur, mais pas à n'importe quel prix, compte tenu des capitaux humains et économiques qui sont mis en jeu. Tout d'abord, la formation, ça peut donc être un lieu de construction de la connaissance, vous l'avez tous dit, à partir des échanges, des pratiques des agriculteurs, donc des agriculteurs qu'on peut qualifier d'agriculteurs chercheurs, complétés, et ça je pense que c'est essentiel, par des apports de scientifiques ou des intervenants même externes à la formation. Et donc le maillage et le mariage recherche, développement et formation devient incontournable pour accompagner l'évolution et de l'agriculteur au sein de son entreprise, afin qu'il puisse décider et se sentir bien dans ses choix parce qu'il respecte en fait ses valeurs. Voilà, merci.